Oui, hello? Oui, ok. Oui, Bonjour, c'est Cathy Lefebvre de la rue CNCMS. je t'écoute, oui. Voilà, je téléphone parce que j'ai une jeune maman qui est domiciliée, qui habite chez ses parents, jeune maman de 20 ans, Oui, qui devait venir à la consultation mercredi, qui n'est pas venue. oui. Et j'ai eu la grand-mère qui m'a dit, il ne faut pas lui dire que je vous ai dit ça, mais on s'est disputé hier soir, elle est partie avec le bébé, et je ne sais pas où elle est. Uh-huh. J'ai téléphoné sur ce GSM et je n'ai rien du tout. J'ai laissé un message et je n'ai pas de nouvelles. Donc je ne sais pas ce que je dois faire. Bon, il y a une chose qui est importante, évidemment, c'est de ne pas rentrer dans le conflit grand-mère, hein, puisqu'il y en a un, il est bien présent. Il n'y a aucun souci, je ne rentrerai pas dedans. Voilà, donc là, éviter évidemment au maximum d'avoir des confidences de cette grand-mère, finalement, hein, qui seront un discours biaisé. Et d'autre part, mais je pense que comme tu as dit à la grand-mère, c'est que dès qu'elle a le moindre contact avec sa fille, elle doit essayer de la réorienter vers toi pour que tu puisses au moins la rencontrer en tant que personne neutre finalement et hors conflit. Hein. Et d'autre part, cette grand-mère, si elle a des inquiétudes, parce que c'est qu'après tout, c'est quand même elle qui connaît le mieux sa fille que n'importe qui d'autre et qui connaît le contexte. Donc si elle a des inquiétudes pour ce bébé-là qui est parti avec la maman, je pense que c'est important qu'elle fasse les démarches qu'il faut. Et donc, elle en tant que citoyenne inquiète pour un bébé, elle peut aller à la police. Hein. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que la grand-mère se dise, ben voilà, j'ai fait mon signalement à l'ONE. Comme si l'ONE était un lieu où on venait déposer des signalements. C'est pas le cas. Il y a des lieux de signalement qui existent, il y a le SAJ notamment qui existe, où elle peut aller déposer un signalement, il y a une équipe SOS Enfants où elle peut aller déposer un signalement, et en fonction de ses inquiétudes, elle peut faire son signalement aussi à la police. Ça va, je vais faire ça, je vais contacter la grand-mère alors. Oui? Tu me tiens au courant? Oui, je te tiens au courant. Voilà Bernadette, j'avais envie de te rencontrer pour te faire part d'une nouvelle situation qui m'interpelle un peu. Donc là j'ai un petit bébé de 2 mois et demi. C'est une maman qui est avec le papa du bébé? Oui. Et donc oui. le bébé a... Elle est née en juillet 2011, hein, donc Oui. début juillet. J'ai perçu chez cette maman-là une grande fragilité et je voulais en parler un peu avec toi parce qu'elle est très inquiète par rapport à ses capacités à être une bonne mère, compte tenu d'une histoire difficile. Elle a la crainte en tout cas de reproduire des schémas de maltraitance ou de négligence par rapport à son bébé compte tenu de son histoire à elle. Elle te dit ça, elle nomme ça? Oui. Elle nomme, oui. Elle dit, j'ai vraiment peur de reproduire la même chose que mes parents ont fait avec moi. Pourtant, elle en a peu de souvenirs, parce qu'elle avait 18 mois quand elles ont été abandonnées, mais ça fait partie de ses peurs, de ses angoisses. Et... Je trouve que, en effet, tu es amenée à entendre beaucoup de choses de la maman. Est-ce que tu penses, par exemple, que cette maman pourrait aller parler de ça dans un autre lieu pour que toi, tu puisses te centrer sur ce qu'elle a aussi envie d'atteindre, c'est-à-dire une maman compétente, hein, puisqu'elle te dit « j'ai peur de reproduire ». Donc, il y a toute la question de sa parentalité, ou en tout cas de sa maternalité, si on peut dire ça comme ça, que toi, tu pourrais soutenir, mais je sens que pour le moment, elle a tellement besoin de parler de sa propre souffrance de bébé, d'enfant et de bébé, que ce serait peut-être plus confortable pour toi que tu ne sois pas toute seule à devoir tout gérer. Mais c'est là que je voulais avoir ton éclairage, parce que je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a des choses qui ont été dites, et la maman, je sens que ça m'a touchée. Bonjour. Coucou, bonjour. Entrez. Voilà, Françoise Dubois. Denise, TMS Nouvelle Engagée. Enchantée, venez, installez-vous. Donc, ce qu'on a décidé depuis quelques années maintenant, c'était que les référents rencontrent les TMS qui démarrent, en fait. Parce que c'est vrai qu'on se dit que c'est important d'avoir un temps pour un peu se présenter de manière un petit peu plus personnalisée. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais peut-être d'entrée de jeu dire, c'est que, bon, la fonction, j'imagine que tu en as entendu parler.
De référente maltraitance? Oui, entendu parler, oui. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en as pour le moment un peu compris. Bien, je sais que si j'ai des familles avec des difficultés, je peux vous appeler et vous demander conseil. D'autant plus que je ne suis pas du tout expérimentée dans les situations difficiles, les SAGI, etc. Parce que je ne suis pas assistante sociale de formation. Donc, je ne connais pas tellement les institutions qui existent ou ce qui peut aider les familles. Donc, voilà. On parle de situation parce que c'est un petit peu ça la porte d'entrée, mais c'est surtout accompagner les TMS dans ce qu'elles ont à vivre et à gérer. Parce que je pense que vous êtes quand même fort seul dans vos situations. Oui. Vous êtes avec un outil de visite à domicile qui est super, mais qui est quand même très lourd aussi, hein, qui est en même temps très riche, mais très lourd, je pense, parce que vous êtes quand même dans quelque chose de très direct, un contact très direct avec les réalités des gens. Et tu sais, si quand on se retrouve au cœur des familles, on est vraiment dans des réalités qu'on ne perçoit pas autrement. Et donc, je pense que vous n'êtes pas trop de pouvoir, quand vous sortez d'une visite à domicile, quand vous avez un coup de fil, quand vous êtes à une consultation et que vous avez observé quelque chose en consultation. Et puis, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je dois m'inquiéter? Comment est-ce que je peux reprendre ça avec la maman? Et donc, de penser un petit peu avec elle, de réfléchir avec elle. Je pense que mon travail, il est plus dans cet accompagnement-là, de vos questions, mais aussi de vos émotions, de votre ressenti, de votre vécu. Que d'être juste là dans une place, de dire si on m'appelle, on va me parler d'une situation et moi je vais vous dire ce que vous devez faire. Hein. Donc on n'est pas du tout là-dedans. Moi je suis vraiment là pour j'ai envie de dire, pour penser avec vous, réfléchir avec vous. Donc on se met à penser ensemble. Voilà. La fonction de référent maltraitance est apparue de façon informelle dans le courant des années 80. Les TMS qui étaient confrontés à des situations inquiétantes, pas spécialement de maltraitance, mais inquiétantes quant au développement d'un enfant, étaient parfois un peu perdus et s'adressaient à des pairs, des collègues qui étaient un peu plus spécialisés en la matière. Et puis en fait, en 2002, il y a eu une enquête menée auprès de l'ensemble de la population de TMS, donc des travailleurs médico-sociaux de l'ONE. Et cette enquête a révélé qu'une des plus grandes sources de stress pour ces TMS dans leur mission, c'était d'être confrontés à des situations inquiétantes d'enfants, dans leur développement, dans leur milieu de vie. Et donc, c'était vraiment une grosse source de stress chez elles. Donc, par rapport à cette enquête, l'institution s'est saisie des conclusions et s'est dit il faut vraiment qu'on développe quelque chose pour aider les TMS qui sont dans ces situations-là. Et c'est alors, en 2004, que la fonction de référent maltraitance, avec cette appellation-là, a réellement été créée. Donc ici, je viens à l'hôpital d'Ixelles. Donc c'est un hôpital où on a la chance d'avoir une consultation prénatale. Et donc je rencontre régulièrement une TMS ici qui suit des situations quand même à haut risque. Là, on est vraiment dans une démarche de prévention, clairement, où on va pouvoir anticiper éventuellement des faits de négligence ou de maltraitance qui pourraient arriver si on n'a pas mobilisé le réseau à temps. Oui. Désolé, je suis un peu en retard. Salut Étienne. J'ai essayé dans l'entretien de tout doucement lui glisser l'idée que le bébé irait au néonatal. J'ai utilisé son problème de méthadone pour lui dire que le protocole hospitalier voulait après l'accouchement, qu'on mette sa petite fille au néonat pour voir si... Pour éventuellement un sevrage qui n'y aura en principe pas, puisque finalement elle a une petite dose de méthadone.
Mais voilà, je lui ai dit elle ça... accepte plus cette idée? Pas trop, hein, pas trop. Je veux dire, tout de suite, bon, elle est quand même terriblement paranoïaque. Et donc, dès que je lui ai dit qu'elle allait... J'ai pas dit qu'elle allait être séparée de son enfant, hein, je vais vraiment à tout petit pas. Et donc, je lui ai dit que c'était vraiment un protocole nécessaire au niveau médical pour... Pour garantir que ce bébé... Ouais. Donc je lui ai parlé de ça et elle me dit mais non, enfin elle réagissait tout de suite là, tout chaud. Mais c'est tout à fait typique à cette situation qui est propre à la psychiatrie, je pense aussi, c'est que tu ne peux pas aborder, et c'est ça qui crée ton inconfort, tes éléments d'inquiétude avec cette maman. Je me sens pas bien, quoi. C'est vraiment, non, vraiment, je me sens pas bien dans cette situation. Quand elle est avec moi, je veux dire, elle me reconnaît bien et j'ai un contact quand même que je pourrais qualifier de bon contact, quoi. Et donc, enfin, je trouve que cette situation c'est pas douloureux, mais à chaque fois, Mais ça te questionne en tout cas par rapport à ton travail, parce que c'est pas comme ça que tu travailles d'habitude. Et comme le courant, quand même, je veux dire, la philosophie actuelle en matière de protection de la jeunesse, c'est passer par la case SAGID, je serais plus à l'aise que lui me dise, ben voilà, ok, dans une situation comme ça, vous allez directement au parquet. Comme ça, on ne le court-circuite pas, lui ne se sent pas court-circuité, et les choses sont claires. Et je dirais que voilà, ça fait partie un peu de nos collaborations avec le SAGID institutionnel de la TMS. Est-ce qu'on l'appelle? Oui, j'essaierai de l'appeler. Oui, bonjour Jean-Marie, c'est Étienne de l'ONE. Je te téléphone parce que je suis avec une TMS que tu connais bien, donc Frédéric Mirop, qui travaille en prénatal à l'hôpital l'Ixelles. On a une très grosse situation d'un bébé qui doit naître en fait d'ici une grosse semaine, maximum 10 jours. Les deux parents ont une pathologie psychiatrique lourde. Et le psychiatre de l'hôpital, en fait, ne veut pas qu'on parle des SAGI ou qu'on mette même des mots sur les inquiétudes, de peur que cette maman accouche dans la nature, chez elle ou dans les toilettes quelque part. Et donc voilà, si tu as 2 minutes, est-ce que tu peux me recontacter sur mon GSM? Bonne journée, à bientôt. Voilà, oui. Donc là, on arrive ce matin à la consultation nourrisson de la rue Anatole France à Scarbeck. Donc j'ai une réunion avec l'équipe et je les revois une fois tous les mois. On se voit une fois tous les 2 mois pour travailler des situations et une fois tous les 2 mois, on invite des personnes du réseau, donc des structures du réseau direct pour qu'elles puissent mieux connaître le réseau, s'appuyer sur le réseau, mettre des visages, des noms. Enfin, voilà, que ce soit plus opérant pour elles d'avoir un réseau actif et en connaissance, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc on se rencontre au travers d'une situation. Donc je travaille ça avec elles. Donc au début de l'année, elles me disent voilà, on a envie de travailler sur telle thématique. Ce matin, on travaille au niveau des violences conjugales et de l'impact des violences conjugales sur les enfants, le développement des tout petits. Voilà, donc j'ai fait venir quelqu'un des SOS Enfants qui va venir co-animer la réunion avec moi. Je pense que votre travail sera beaucoup plus facile le jour où ce sera vraiment mis dans la société que la première victime de la violence conjugale n'est pas la femme, n'est pas l'homme, mais est l'enfant. Et à partir de ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Et je pense que ce sera plus facile d'ailleurs pour les personnes qui subissent directement la violence conjugale d'en parler, parce qu'elles auront un double appui. Évidemment, elles auront leur appui à elles, mais aussi elles pourront dire « il y a un problème avec mon enfant ». Je trouve que ça, c'est une question qui serait intéressante peut-être que tu puisses aborder, à savoir, il y a toujours à évaluer évidemment jusque quand est-ce qu'on laisse un enfant en famille par rapport à ces questions-là. Et puis, par son intervention, est-ce qu'on peut quand même en dire quelque chose aux parents et à l'enfant pour essayer quand même de travailler ça, même si l'enfant reste en famille. Parce qu'on n'a pas de baguette magique et qu'on sait qu'il y a plein d'enfants et plein de bébés qui baignent dans de la violence. Voilà, mais donc ça c'était un petit peu pour lancer les questions. Comment toucher ces mamans, comment leur dire que c'est pas normal
d'être battues, ou même si elles viennent en disant « mais vous savez, chez nous, ça se fait, c'est normal ». Mais madame, oui, mais vous êtes enceinte. Si quand vous êtes enceinte, il frappe, qu'est-ce qu'il fera une fois que le bébé sera là et l'impact que ça peut avoir sur l'enfant. J'ai déjà eu aussi des situations où j'étais dans l'embarras. Comment faire passer un message aux parents par rapport à l'enfant, parce que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment encore, comme vous avez dit. On se rend compte que des fois, on marche un peu sur des œufs et on se dit ça me regarde pas, c'est pas moi, TMS, qui vais pouvoir en plus commencer un travail avec les parents. On se demande comment est-ce qu'on va... Parce qu'il ne suffit pas d'arriver comme ça dans la famille et dire voilà, j'ai remarqué ça, qu'est-ce que vous en pensez, et puis ciao, moi je m'en vais. Rien que le fait de, je trouve, dans des situations de violence où les mères sont en général complètement prises, évidemment, dans cette violence qu'elles sont en train de subir et d'essayer de gérer, et où je trouve que ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a déjà aucune place pour l'enfant à ce moment-là, parce qu'elles sont tellement mobilisées par ce qui leur arrive. Et donc le fait déjà d'avoir quelqu'un qui vient à la maison et qui peut dire... juste voir cet enfant, demander comment va cet enfant, s'occuper de cet enfant par plein de choses qui vous concernent vous, par rapport à cet enfant, c'est déjà du travail thérapeutique à ce moment-là, je trouve. Rien que le fait d'avoir quelqu'un qui, à un moment, leur dit « Tiens, mais votre enfant, là, il continue à vivre et à avoir besoin de certaines choses », alors qu'elles sont complètement prises dans autre chose. Enfin, je trouve que il faut mettre un peu les choses, souvent, je trouve, à minimum, quoi, parce qu'on ne se rend pas compte que finalement, même ça, c'est déjà aidé. Vous ne pouvez être que prise dans ces situations. C'est des situations extraordinairement émotionnelles et donc émotionnantes, où vous allez être englué, où vous n'allez pas savoir que faire pour bien faire, parce que évidemment vous avez un lien avec la mère et vous ne voulez pas la trahir, et en même temps il y a l'enfant et il faut penser à lui, et en même temps cette mère est en une totale ambivalence, donc parfois elle va vous énerver, parfois vous allez vous dire mais non c'est la bonne, et parfois vous allez juste avoir envie de tout claquer, et c'est là où la référente maltraitance est vraiment importante. Parce que face à des situations comme ça, la pensée se fige. Les mères ont une pensée totalement figée. Le père, lui, il est totalement sur un rail rigidifié. Et vous, ne sachant plus que faire pour bien faire, vous êtes complètement paniqué. À ce moment-là, avoir quelqu'un qui a du recul, qui est là d'abord pour vous écouter avant de vous donner des conseils, même si ça peut aider, c'est déjà vous laisser la possibilité de repenser les choses. Et ça me semble absolument nécessaire. Donc je passe en moyenne 2-3 heures par jour dans ma voiture. En fait, ce que je fais, c'est que je suis principalement au téléphone. Donc j'en profite entre les temps de rencontres et de réunions individuelles, les réunions d'équipe, tous les temps de réunion que j'ai. C'est souvent le temps qui me permet de rappeler les TMS par rapport aux situations. L'idée, c'est d'être disponible tout le temps. Et donc, dès que je quitte une réunion, j'écoute mes messages et alors, souvent, les temps de trajet de l'un à l'autre lieu me permettent de rappeler les TMS. Parfois, c'est lourd, hein, parce qu'on doit, de nouveau, on doit à la fois pouvoir réceptionner, entendre et soutenir la TMS dans ce qu'elle vit de lourd. Et puis, en même temps, on a quand même, au niveau diagnostic, j'ai envie de dire, une charge... une responsabilité quand même de dire ok, est-ce que moi j'ai plutôt orienté ça, je pense qu'on est un peu avec la TMS à devoir apprécier ce qu'on peut faire dans une situation, mais ce qui est difficile c'est que nous on n'a pas une appréciation directe de la situation, donc on réfléchit aux choses à travers ce que la TMS a pu en percevoir et puis a pu nous dire de ce qu'elle en a perçu. Donc on a déjà 2 filtres. Et puis de ce que nous, on a entendu, de ce que la TMS nous a dit. Et puis avec ça, nous, on doit analyser une situation. Donc il y a déjà des filtres. C'est vraiment
comme quand je suis en voiture, mon esprit est toujours autant en éveil de réfléchir après les entretiens avec les TMS, où forcément dans l'après-coup, il y a toujours plein d'idées qui me reviennent en tête, quoi. Parce que les situations nous touchent, nous ébranlent, on n'est pas toujours content des réunions ou des entretiens qu'on a eus parce qu'on se dit tiens, j'ai loupé ça ou j'aurais dû penser à ça. Et donc, je pense que c'est un temps d'arrêt personnel en fait autour de la situation et ça me permet de rebondir et donc parfois je ressonne après à la TMS 2 jours après pour dire tiens, j'ai encore pensé à ceci ou j'ai repensé à cela et on poursuit la discussion comme ça, quoi. Une confiance dans le travail de l'autre. Je mettrais déjà fonctionnement Je trouve que c'est vraiment une zone de confort qui est donnée à la TMS. Parce que je travaille à l'ONE depuis longtemps, j'ai été TMS. J'ai connu sans la période référente maltraitance. Je trouve que c'est vraiment une avancée prodigieuse en termes de confort et de professionnalisme aussi. C'est vrai que dans le temps, nous n'avions pas de référente maltraitance et que les TMS se tournaient toujours vers nous, les coordinatrices, accompagnement, et que cette place-là, elle était assez lourde à porter dans le reste de notre charge de travail. Et donc, toi, en tant que référente maltraitance, ça nous a apporté un réel soulagement à la fois professionnel, mais en termes d'accompagnement des TMS et de partenariat qu'on a pu créer avec toi. On est plus là pour rappeler ce que c'est la mission de la TMS, l'aider à rester dans le cadre qui est le sien. Et Bernadette, par sa compétence... apporte plus un regard psy, une prise en charge et une analyse du fonctionnement familial. Je trouve tout ça, ce sont des éléments, des plus que nous, on n'apporte pas forcément de par notre fonction. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant parce qu'elles font souvent appel aux deux. Hein. Enfin, oui, c'est ça. Et je trouve qu'elles-mêmes, en faisant appel aux deux, se rendent bien compte des places différentes qu'on occupe. À la fois, je pense qu'elles ont besoin de votre appui et de votre soutien, justement, pour être... pas seulement protégées, mais vraiment soutenues au niveau des missions qu'elles peuvent accomplir et qu'elles comptent fort sur vous pour ça, je pense. Et puis alors moi, c'est un autre niveau. Ce sera plus, en effet, sur l'analyse de la situation, sur leurs émotions. Ça simplifie notre travail, j'ai l'impression. Tu vois, ça le clarifie. Et voilà, on mélange pas les pinceaux, quoi, tu vois. Donc, comment on doit écrire le discours de cette secteur va pouvoir retravailler après. Le fait de pouvoir partager avec d'autres ce qu'on a fait dans une situation, de partager ses doutes, ses inquiétudes, comment on a travaillé, avec qui, qu'est-ce qu'on a eu comme ressources à l'interne, au niveau institutionnel, ce qu'on a été recherché comme ressources à l'externe, les difficultés où elles se sont posées, comment on a fait pour les surmonter ou ne pas les surmonter, ou justement être vraiment confronté à des murs. Je pense que ça peut être vraiment formatif et informatif pour les autres partenaires, mais ça peut vraiment, je pense, favoriser une vraie culture de travailler ensemble. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment important de réfléchir à comment se donner ce moyen-là. Parce que là, c'est vraiment aussi de montrer qu'on est tous confrontés aux mêmes questions, finalement. Le référent maltraitance, en soutien aux travailleurs médico-sociaux, peut avoir vraiment un rôle d'articulateur de réseau. C'est-à-dire que lui, comme il est neutre dans la situation, puisqu'il n'est pas impliqué directement avec la vie des familles, il n'a pas observé directement les choses, c'est un tiers neutre. Et ce tiers neutre peut réunir les différentes personnes, les différents intervenants qui œuvrent autour d'une famille et leur dire où est l'intérêt de l'enfant, où est l'intérêt de la famille, et mettre toutes ces personnes qui... Bon, un service social peut avoir plutôt la facette de la maman, de la souffrance de la maman qui a une pathologie psychiatrique, par exemple. L'ONE va avoir plutôt le regard porté sur l'enfant et la famille. Et le référent maltraitance va faire en sorte que ces gens puissent se rencontrer et que les différentes logiques d'intervention autour d'une famille puissent aussi se rencontrer. Il n'y a pas ailleurs d'autres articulateurs de réseau, mais qui est neutre dans la situation, comme l'est le référent maltraitance. Donc les SAJ, SPJ, tous les services de l'aide à la jeunesse, les centres PMS, tous les services qui sont confrontés comme ça à des situations où la charge émotionnelle est importante parce qu'on est dans des situations stressantes, angoissantes, non avérées parfois de maltraitance et souvent non avérées, avec le stress de se dire est-ce que je ne me trompe pas dans mon diagnostic, dans mes observations, aurait besoin d'un endroit pour s'arrêter et réfléchir avec quelqu'un qui a les mêmes références institutionnelles et sans lien hiérarchique.
pense qu'on a vraiment une très grande chance, c'est que dans l'équipe des référents maltraitance, on a vraiment un panel de personnalités et un panel de background. Donc nous avons des assistants sociaux, des criminologues, des psychologues, et ça donne vraiment une configuration multiple à la fonction. Donc il y a des missions et des grandes lignes qui sont tracées, mais tous l'habitent de façon différente. Et c'est là que je pense que c'est vraiment très riche, et ça doit vraiment rester.